Aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Guy Solesnes, Dans la peau de nos ancêtres, petites histoires insolites de la vie quotidienne. Je vous propose de partir sur la trace de nos ancêtres. Et je vous propose dans ce premier épisode de voir comment vivaient nos ancêtres. Vivre au son des cloches et au rythme des naissances et des décès. La vie quotidienne de nos aïeux était rythmée par l'église et ses cloches. C'est le calendrier religieux qui fixe les jours de fête, de travail, de pénitence, et ce sont les cloches de l'église qui segmentent les journées. Le village se masse autour de son clocher, qu'il domine, et qui lui sert de repère. La vie paroissiale règle tout. Messe le dimanche, vêpres, prières, processions, jeûnes, noces et enterrements. C'est qu'il n'y a ni télé ni jeux vidéo. On ne lit pas de livres, et les journaux, apparus au XVIIe siècle, ne se développeront guère avant la fin du siècle suivant. D'ailleurs, en dehors du curé, presque personne ne sait lire. Aussi, dans les campagnes, même si l'on ne comprend pas toujours à quoi tiennent certains rites, certaines fêtes surchargées de codes et de rituels, on s'y adonne quand même avec plaisir. Ce sont les seules distractions qui permettent de s'évader du dur labeur quotidien. Au calendrier religieux s'ajoute la litanie des naissances et des décès. L'enfantement occupe presque la vie tout entière des femmes. Il ne se passe pas une semaine sans qu'une chaumière du hameau n'accueille de nouveau-nés. Mais la mort aussi vient fréquemment visiter les maisons, à tel point que dans certaines régions, plus personne ne songe à se vêtir autrement qu'en habit de deuil. Nos aïeux n'avaient aucune idée de l'heure qu'il était et ils s'en fichaient. Avant les smartphones, les enchaînements de rendez-vous et même les trains à prendre ou les programmes télé, nos ancêtres n'avaient guère besoin de connaître la mesure exacte du temps. Les horloges et les montres ne font leur apparition qu'au XVIIe siècle. Et encore, leur usage ne se répand que très lentement. Aussi, pour le paysan dans sa chaumière, comme pour le curé dans son église, il était impossible de connaître l'heure précise. Et alors ? Autrefois, on se réveillait au chant du coq et les journées se passaient au rythme des travaux et des prières. On partait travailler au lever du jour et l'on rentrait souper et dormir au coucher du soleil. Le paysan, dans son champ, suivait la course de l'astre solaire dans le ciel. Cela lui suffisait pour savoir où il en était de sa journée. Souvent, il entendait au loin les cloches sonner l'Angélus. À un quart d'heure ou une demi-heure près, personne n'allait vérifier, ce qui lui fournissait un repère supplémentaire. Dans le monde lent et laborieux de nos ancêtres, on n'entreprenait pas quelque chose pour une heure ou deux. Qu'il s'agisse d'une visite, d'un déplacement dans un bourg voisin ou même d'une noce, on y consacrait la journée entière quand ce n'en était pas plusieurs. On ne se donnait pas rendez-vous à une heure précise. Parler de midi ou du lever du soleil était bien suffisant et on ne risquait pas d'être en retard. De toute façon, la plupart du temps, on passait sa journée dans les champs, de l'aube au crépuscule. Durant des siècles, les cloches ponctuèrent chaque instant de la vie de nos aïeux. Elles sonnaient l'Angélus 3 fois par jour. Elles carillonnaient les jours de fête, de baptême, de mariage ou de décès. Elles annonçaient les grandes nouvelles à la communauté, approche d'une tempête, rassemblement populaire, incendie, déclaration de guerre, etc. Nos ancêtres étaient particulièrement attachés aux cloches de leur village. Souvent, elles étaient baptisées et on leur désignait, comme pour un enfant, un parrain et une marraine choisis parmi les notables locaux dont les noms étaient gravés dans le métal. Le calendrier s'est fait pour les curés. De même qu'ils se fichaient de l'heure qu'il était, nos ancêtres médiévaux ne s'inquiétaient guère de savoir la date, le mois ou même l'année en cours. Bien souvent, ils ignoraient jusqu'au nom de ces mois. Seules les saisons leur importaient parce qu'elles déterminaient les travaux à effectuer au champ. Le curé, plus instruit, plus au fait de l'actualité et généralement le seul lettré du village, s'occupait pour eux de suivre le calendrier et de poser tout au long de l'année les balises qu'étaient les différentes fêtes religieuses, seules dates qui avaient vraiment un sens à leurs yeux. Et l'on inventa les heures, les minutes et les secondes. Bien qu'elle puisse paraître évidente, l'idée de mesurer le temps n'est-elle pas une drôle d'idée ? Les premières traces de cet effort remontent à plus de 4 millénaires. Ce sont les Égyptiens qui, pour des raisons cultuelles, commencèrent à mesurer le temps nocturne. Ils se basaient sur l'apparition progressive des étoiles qui représentaient des divinités. Ils découpèrent la nuit en 12 phases, en fonction des décans astraux. Ainsi, seul le temps des nuits était mesuré et son découpage ne tenait pas compte des saisons. Il fallut attendre 6 autres siècles pour que le jour soit, à son tour, divisé en 12 sections égales dont la longueur variait tout au long de l'année en fonction de la durée d'ensoleillement.
Grâce à l'invention du cadran solaire gradué, on découpait le jour en 12 parties, mais sans étalon précis. La subdivision des jours en 24 heures a fini par quitter l'Égypte pour rejoindre la Grèce et devenir universelle. Avec l'apparition de la clepsydre et du sablier, l'un fonctionnant avec de l'eau et l'autre avec du sable, la mesure du temps devint plus précise et put être étalonnée. Mais la première horloge ne fut mise au point qu'au XIVe siècle et ne servit d'abord qu'à faire sonner des cloches à heure fixe. Le cadran, pour sa part, fut inventé au XVe siècle, mais ne comportait qu'une seule aiguille. Quant à la subdivision des heures en minutes et en secondes, nous la devons aux Babyloniens. Contrairement à notre système de numération qui est décimal, celui des Babyloniens était sexagésimal, c'est-à-dire qu'ils comptaient de 6 en 6 et non de 10 en 10. Ils ont donc tout naturellement subdivisé l'heure en 60 minutes et les minutes en 60 secondes. La seconde ainsi définie présentait l'avantage d'être proche du rythme cardiaque d'un homme au repos et semblait donc très naturelle. D'où viennent les noms des jours de la semaine ? Tous les jours de la semaine contiennent le préfixe ou le suffixe « di ». Il vient du mot latin dies qui signifie tout simplement jour. Le lundi est consacré à la lune et les 4 jours suivants à des dieux romains qui sont aussi des astres. Mardi à Mars, mercredi à Mercure, jeudi à Jupiter et vendredi à Vénus. Le samedi, Sambati dies, est le jour du sabbat. Quant au dimanche, c'est le jour du Seigneur, dies Dominicus. D'où viennent les noms des mois de l'année ? Janvier, hommage à Janus, le dieu à double visage, dieu des portes et des passages, donc le dieu parfait pour entamer une nouvelle année. Février, provient du bas latin Febrarius, qui signifiait le mois des purifications. Mars, hommage au dieu romain de la guerre, Mars. Dans le monde romain, le mois de mars marquait le retour de la période des guerres. Avril provient du latin aprilis, qui signifiait ouvrir, allusion au fait qu'avril est le mois où les fleurs s'ouvrent. Mai, du latin maius, mois probablement consacré à la déesse Maia. Juin, du latin Junius, mois consacré selon les interprétations à la déesse Junon ou au premier consul Junius Brutus. Juillet, le nom de ce mois semble avoir une double origine. Son nom proviendrait d'une part de l'ancien français juillet, qui signifie petit juin, et du prénom de Jules César, réformateur du calendrier romain, instigateur du calendrier julien. Août, du latin Augustus, en l'honneur de l'empereur Auguste. Septembre, octobre, novembre et décembre, respectivement les 7e, 8e, 9e et 10e mois de l'année, qui commençaient en mars. La messe, le rendez-vous à ne pas manquer. Pour rien au monde, nos aïeux n'auraient manqué la messe dominicale. Dans tous les villages de France, qu'il pleuve ou qu'il vente, c'est l'incontournable rendez-vous de la communauté. D'ailleurs, lorsque le gouvernement révolutionnaire tenta d'éradiquer le dimanche et d'interdire la messe, il se heurta à une résistance farouche. Dans tout le pays, on célébrait des messes clandestines. C'est que les habitudes dominicales sont bien ancrées dans les mentalités. Le dimanche, à l'heure de la messe, les rues sont désertes et les hameaux prennent des allures de villages fantômes. Tout le monde est à l'église, y compris les enfants et bien souvent des animaux qui s'y sont introduits sans qu'on les y invite. Il faut dire que l'ambiance des églises, autrefois, était moins solennelle qu'elle ne l'est aujourd'hui. Chacun y avait sa place et venait y bavarder avec ses compères ou ses commères. Les enfants y couraient et y criaient sous la menace des bedeaux, tandis que l'assistance reprenait à tue-tête les refrains que tous connaissaient. La messe du dimanche était alors une vraie réjouissance, un joyeux bazar auquel on se réjouissait de participer. Autrefois, les anniversaires n'existaient pas. Pour nos ancêtres, la date de naissance de quelqu'un n'avait guère d'importance. Vous n'aviez ni carte d'identité, ni d'acte de naissance pour vous la rappeler. Seul le registre du curé pouvait faire foi. Mais alors, cela importait peu. Nos ancêtres se fichaient bien de fêter leur anniversaire. Pas de gâteau, pas de bougies, pas de cadeaux. Si bien que personne ne savait au juste quel âge il avait. Chacun en avait une idée approximative et le curé, lorsqu'il consignait un décès dans le registre, n'avait cure d'aller vérifier la date exacte de naissance du défunt. Il se contentait donc d'indiquer sur le registre son âge approximatif, lequel pouvait être sujet à toutes les exagérations. En effet, rien ne garantissait qu'un vieillard chenu fût véritablement centenaire, comme son entourage voulait bien le faire croire. Au fil des calendriers. Durant la Révolution française, le calendrier grégorien, jugé trop religieux, fut temporairement mis au rencard. Il lui fut substitué le calendrier révolutionnaire, dont le premier jour fut fixé à la date de fondation de la République, soit le 22 septembre 1792. L'an 1 de la République avait déjà été proclamé lorsqu'un mathématicien auvergnat, Charles Gilbert Rome, proposa de donner une nomenclature précise au calendrier républicain. Fabre d'Églantine, qui siégeait à la Convention,
proposa quelques ajustements au projet de Rome et le nouveau calendrier entra en vigueur. Tout d'abord, le calendrier révolutionnaire instaure des semaines de 10 jours, les décades, dont les noms se substituent à nos lundis, mardis, etc. Désormais, les jours s'appellent primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi et décadi. Les mois, toujours au nombre de 12, prennent de nouveaux noms, choisis en fonction des saisons. En automne, vendémiaire, brumaire et frimaire pour les mois des vendanges, des brumes et des frimas. En hiver, nivose, pluviose et ventose pour les mois de la neige, de la pluie et du vent. Au printemps, germinal, floréal et prairial pour les mois des germinations, des floraisons et des prairies. Et en été, messidor, thermidor et fructidor pour les mois des moissons, de la chaleur et des fruits. Par ailleurs, le calendrier révolutionnaire envoie aux orties les bons vieux saints, remplacés par des hommages quotidiens aux valeurs et à la nature. Quoique très ingénieux, le calendrier républicain adopté en 1793 fit long feu. Il fut abandonné en 1805. Les communards de 1871 le rétablirent brièvement, mais leur initiative fut réduite à néant en même temps que leur révolte était écrasée par les troupes de Thiers. Un linceul pour tout cercueil. Dans nos campagnes, autrefois, il était rare que les familles aient les moyens d'offrir un cercueil à leurs défunts. La plupart des temps, on se contentait d'enterrer le mort vêtu de ses plus beaux vêtements, à savoir sa tenue de mariage, et roulé dans son linceul. Un drap neuf qui, lui aussi, attend dans son armoire depuis le mariage, lequel est scellé par une couture. Pour son dernier voyage, on confie souvent au défunt l'un de ses objets familiers, outils, souvenirs ou médailles. Et on lui glisse parfois une pièce de monnaie dans la poche, histoire qu'il ait de quoi graisser la patte de Saint-Pierre à l'entrée du paradis. À cette époque, il n'y avait déjà plus de saison. Les étés pourris ne datent pas d'hier, tout comme les hivers trop doux, sans gel ni pluie. Nos ancêtres ont connu plus d'une année où le climat semblait déjà être déréglé. Pour eux, de telles années étaient des catastrophes, mais pas pour les raisons qui sont les nôtres aujourd'hui. Un été froid et pluvieux, ce n'était pas des semaines de plage gâchées et un hiver sans neige ne compromettait pas les vacances de ski. Pour nos ancêtres, essentiellement ruraux, un dérèglement du climat signifiait que la récolte serait mauvaise, voire détruite. Développement de parasites, manque d'eau, gel tardif détruisant les jeunes pousses, de multiples facteurs pouvaient mettre à mal les ressources d'une région. Ce qu'on risquait alors, ce n'était pas une chute du chiffre d'affaires, c'était la disette. Car en des temps où les marchandises ne circulaient pas, lorsque la récolte était mauvaise, l'ombre de la famine et de la mort planait sur nos campagnes. L'endeuillé était en blanc. Dans un lointain passé, les familles endeuillées ne s'habillaient pas en noir, mais en blanc. La tradition du vêtement de deuil noir remonterait à Anne de Bretagne, qui décida de se vêtir de cette manière à la mort du roi Charles VIII en 1498. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire si vous avez aimé le sujet traité aujourd'hui dans la peau de nos ancêtres et si vous avez apprécié les petites histoires insolites de leur vie quotidienne. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.